Maegovan en Tolkien dili imlimbaire mathlin fararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Aujourd'hui, à l'occasion de l'arrivée dans les salles obscures du film War of the Rohirrim, nous allons revenir sur cette partie de l'histoire du Rohan. Nous allons d'abord resituer le contexte géopolitique avant d'en venir à l'histoire de Helm lui-même, que le film semble vouloir raconter. Le début de l'épisode étant juste une remise en contexte, vous ne vous spoilerez pas le film. On vous préviendra quand on en arrivera à l'histoire elle-même. Ouais, parce que le spoil c'est méchant, et c'est pas gentil d'être méchant. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, pour commencer, nous allons vous présenter les différents royaumes et peuples qui vont entrer en jeu dans cette histoire. C'est-à-dire les Rohirrim, les Dunlandais, le Gondor, les corsaires de l'Umbar et les Orientés. Les Rohirrim donc. Le pays du Rohan est un pays jeune, il ne fut créé qu'en 2510 du Troisième Âge, soit à peine 5 siècles avant la guerre de l'Anneau. Le Gondor était alors bien plus grand, et à cette époque, il s'était fait attaquer par une armée d'orques venus des montagnes, et une armée d'hommes sauvages venus du nord-est. La force déclinante du Gondor n'avait pu résister, et ses envahisseurs s'établirent dans la région du Calenarthon, où vivait également le peuple des Dunlandais. Éorl le Jeune, qui vivait plus au nord, entendit parler de la détresse du Gondor, et descendit avec ses cavaliers. Ils combattirent et ressortirent vainqueurs, chassant les ennemis hors du Gondor. Cirion, alors intendant du Gondor, céda la région du Calenarthon à Éorl pour qu'il s'y installe avec son peuple. Cette région devint alors le Rohan, qui se lia d'amitié avec le Gondor depuis lors. Mais, pour installer les Rohirrim à cet endroit, les Dunlandais qui vivaient là furent chassés. Je suppose donc que Rohirrim et Dunlandais ne s'entendent pas super bien. Non, en effet, les Dunlandais ont depuis ce temps une dent contre le Rohan, qu'ils accusent d'avoir volé leurs terres. En même temps, c'est pas faux, soyons honnêtes. Les Dunlandais sont techniquement des descendants de ceux du peuple de Halet qui n'avaient jamais franchi les montagnes pour arriver au Beleriand. Et depuis ce temps, ils occupaient librement la région de l'Eriador, du Calenarthon, et vivaient dans les grandes forêts de l'Enedvaïs et du Mineriath. Au Deuxième Âge, ils acquirent une mauvaise réputation auprès du Gondor, car il se trouve que le roi des morts était justement un roi Dunlandais. Ce n'est donc pas très étonnant que le Gondor décide de donner des terres où ils créchaient à leurs nouveaux amis, plutôt que de garder comme voisin un peuple qu'ils considéraient comme traître. Les Dunlandais, depuis la création du Rohan, attaquèrent souvent les Rohirrim, avec plus ou moins de succès, ayant à cœur de récupérer leurs terres ou au moins de bien faire les Rohirrim. Mais les Rohirrim pouvaient compter sur l'aide du Gondor en cas de besoin, et inversement. Car le Gondor de son côté ne manquait pas non plus d'ennemis. Il était souvent attaqué par des hommes de l'Est, par des Haradrim, mais également par les corsaires de l'Umbar. L'Umbar était une ancienne cité numenoréenne, qui était plutôt du côté des hommes du roi, donc pas les potes d'Isildur, Anarion et Elendil, qui eux étaient des fidèles. Au cours du Troisième Âge, Gondor et Umbar finirent par devenir officiellement ennemis et se menaient régulièrement la vie dure. Waouh, il va falloir que je reprenne du Doliprane, moi je crois. Voilà pour le contexte général de ces deux royaumes. C'est ce qui est le plus important à savoir pour la partie de l'histoire qui nous intéresse. Nous allons maintenant vous présenter les protagonistes principaux. Notre histoire se déroule à partir de 2754 du Troisième Âge. À ce moment-là, le Gondor était sur son déclin et était régi par Beren, 19e intendant régnant du Gondor. Il avait un fils du nom de Beregond. Oh non, encore des homonymes. Le Rohan était gouverné par Helm Main-Marteau, 9e roi de la Marche. Il était connu pour être sévère et d'une grande vigueur. Helm avait 3 enfants, 2 fils, Ama et Aleph, et une fille dont nous ignorons le nom. Helm avait également une sœur, Hild, qui avait un fils appelé Frealaf. Il faut retenir ces différents noms, car ils vont apparaître dans l'histoire qui nous intéresse, je suis désolée. Enfin, dernier protagoniste à présenter, Freka. Freka était un homme riche et influent, aux cheveux sombres, ce qui semblait trahir une forte propension de sang dunlandais dans son arbre généalogique. Mais lui-même disait descendre du 5e roi du Rohan, Freawyn. Freka avait un fils, prénommé Wulf. Il devait sa puissance aux nombreux domaines qu'il possédait autour de la rivière de la Dorne. Près de la source de cette rivière, il avait d'ailleurs fait construire sa propre forteresse et était plutôt du genre indépendantiste. Helm se méfiait de Freka. Il l'invitait tout de même au conseil du roi, même si Freka n'y venait que lorsque bon lui semblait. Allez, maintenant on enchaîne avec l'histoire qui est censée raconter le film. Donc si vous ne voulez pas de spoil, c'est le moment d'arrêter la vidéo pour la continuer après être allé au cinéma. Un jour, alors que Helm avait convoqué un conseil à Edoras, capitale du Rohan, Freka s'y présenta, mais il ne vint pas seul. Il vint accompagné de nombreux hommes, dont son fils, Wulf.
Freka profita de ce conseil pour demander à Helm de marier sa fille à Wulf. Mais à ces mots, Helm se rit de Freka, lui disant que la seule envergure dont il pouvait se vanter était celle de son ventre. Si beaucoup rirent de la plaisanterie, Freka vit rouge et menaça le roi en disant « Un vieux roi qui refuse le bâton qu'on lui tend peut se retrouver à genoux. » Helm balaya tout ça d'un revers de main en disant que cela n'était pas une affaire importante et que le conseil du roi avait d'autres chats à fouetter. Lorsque le conseil fut terminé, Helm, posant sa grande main sur l'épaule de Freka, lui suggéra d'aller dehors afin de régler leur querelle. Helm disant que le roi ne pouvait se permettre de se battre à l'intérieur de son palais. Helm fit marcher Freka devant lui, jusqu'aux prairies qui entouraient la ville d'Edoras. Les hommes de Freka voulurent les suivre, mais Helm s'y opposa, disant qu'ils allaient discuter d'une affaire privée et qu'ils n'avaient pas besoin de témoins pour cela. Lorsque les hommes de Freka virent qu'ils étaient en sous-nombre par rapport à ceux du roi, ils s'écartèrent et laissèrent les deux hommes s'éloigner. Une fois hors d'Edoras, Helm laissa enfin éclater sa colère en disant « Eh bien, Dunlandais, tu n'as plus que Helm devant toi, seul et non armé. Mais tu en as déjà beaucoup parlé, et c'est à mon tour. Freka, ta folie a grandi en proportion de ta bedaine. Tu parlais d'un bâton ? Si Helm voit un bâton crochu qui le harcèle, il le casse, comme suit !» Pour illustrer son propos, il donna de toutes ses forces un coup de poing à Freka. Ce dernier tomba alors raide mort. C'est de là que Helm tient son surnom de Main-Marteau. Juste après avoir tué Freka, Helm déclara que les hommes et le fils de Freka étaient désormais considérés comme des ennemis du roi. Ces derniers prirent donc leurs jambes à leur cou, car Helm dépêcha rapidement de nombreux cavaliers pour occuper les marches de l'ouest. Ah ouais, donc là je commence un peu à comprendre le titre du film. Ça va vraiment être la guerre civile au Rohan. L'ambiance n'était en effet pas faux folle au Rohan à ce moment-là, mais les choses ne tournèrent vraiment mal qu'en 2758, soit 4 ans après le meurtre de Freka. Cette année-là, les ennemis du Rohan et du Gondor attaquèrent. Le Gondor dut mettre toutes ses forces dans la défense de ses côtes, étant attaqué par 3 flottes de corsaires de l'Umbar. De son côté, le Rohan était attaqué par des Orientés venus de l'Est. On ne sait pas de quel peuple il s'agit, on sait seulement qu'ils viennent de l'Est. Wulf, suite à sa déchéance auprès du roi du Rohan, se réfugia auprès des Dunlandais, où il fut bien accueilli malgré son appartenance première aux Rohirrim, au point qu'il devint leur chef. Les Dunlandais apprirent que le Rohan était attaqué, à l'est, et saisirent donc leur chance. Menés par Wulf, ils descendirent d'Isengard et passèrent la rivière de l'Isen en grand nombre, car à ceux qui étaient partis s'ajoutèrent des ennemis du Gondor qui avaient remonté le Lefnui et l'Isen, et qui se dirent que poutrer des Rohirrim était sans doute aussi fun que de poutrer des Gondoriens. Wulf et ses hommes assaillirent donc le Rohan par surprise, et les Rohirrim furent vaincus. Helm, qui tenta de défendre les passages de l'Isen, fut repoussé et essuya de lourdes pertes. Les survivants partirent se réfugier dans les montagnes, et notamment à Dunhart. Helm, quant à lui, se retrancha dans la Ferté-au-Corps, appelée par la suite Gorge de Helm. Mais ils y furent rapidement assiégés. En parallèle, Wulf poussa sa progression jusqu'à Edoras, qui l'envahit. Il s'installa alors dans le château d'or de Méduseld et s'autoproclama roi du Rohan. Dans cette bataille, Aleth, fils de Helm, mourut en défendant les portes de la cité, tandis que tous les autres étaient déjà tombés au combat. Ce fut alors l'arrivée de l'hiver, mais pas n'importe quel hiver. L'hiver de l'année 2758 à 2759 fut plus tard appelé le long hiver, car il fut particulièrement froid et rude. La neige tomba sans cesse de novembre à mars sur l'Eriador, le Gondor et le Rohan, causant de nombreux morts dans toutes ces régions. Les Rohirrim, tout comme leurs ennemis, souffrirent terriblement du froid et de la famine. Bah oui, quitte à subir un hiver hyper long et rude, autant que ça soit l'année où tout le monde est attaqué et que les réserves de bouffe sont donc déjà pas folles. La famine affaiblit terriblement ceux retranchés aux gorges de Helm au début de l'année 2759. Amma, second fils du roi, désespéré de la situation et contre l'avis de son père, sortit pour tenter de ramener de la nourriture avec un groupe d'hommes. Mais ils périrent dans les solitudes enneigées. Helm était poussé dans ses derniers retranchements, mourant de faim et portant le deuil de ses fils. Il était amaigri par les privations, mais n'en fut que plus redoutable. Tant et si bien que la terreur qu'il inspirait à ses ennemis valait pour plusieurs hommes à la défense de la forteresse. Il avait pris pour habitude de sortir seul, régulièrement, tout de blanc vêtu, sonnant de son grand corps pour annoncer sa sortie. Il partait ainsi rôder dans les camps adversaires où il tuait à main nue de nombreux hommes. Il inspirait tant de crainte que des rumeurs commencèrent à courir sur son sujet. Certains disaient que s'il ne portait pas d'armes, aucune ne pouvait l'atteindre. D'autres que s'il ne trouvait pas de nourriture, il dévorait les malheureux qui tombaient entre ses mains. Ces légendes se répandirent parmi les Dunlandais,
et bientôt le seul son du corps de Helm résonnant dans la gorge semait la terreur parmi ses ennemis qui s'enfuyaient et se cachaient plutôt que de se rallier pour le capturer et le tuer. Une nuit, la sonnerie résonna dans la gorge, mais Helm ne vint pas. À la lueur du matin, percée pour la première fois depuis longtemps par un rayon de soleil, les hommes virent une grande forme blanche qui se tenait debout derrière le fossé. Aucun des Dunlandais n'osa approcher, mais il s'agissait là bien de Helm, qui était mort sur place et que le froid avait gelé, le laissant debout. Une nouvelle rumeur apparut. Les Dunlandais disaient que parfois, on pouvait encore entendre le corps de Helm résonner dans la gorge, et qu'alors le spectre de Helm venait parcourir les rangs des ennemis du Rohan, et les hommes mouraient de peur. Ah mais c'est hyper classe, Helm c'est une légende. L'hiver toucha finalement à sa fin peu de temps après la mort de Helm. Frealaf, le neveu de Helm, qui avait trouvé refuge à Dunhart, sortit des montagnes avec une petite compagnie plus désespérée qu'autre chose. Mais toutes les forces avaient été affaiblies par le long hiver, et Frealaf parvint à surprendre Wulf à Méduseld. Il le tua et reprit Edoras. La fonte des neiges entraîna de terribles inondations qui transformèrent la vallée de l'Entevière en un immense marécage. Les envahisseurs venus de l'Est périrent alors ou s'en allèrent. En même temps, moi aussi, ça m'aurait saoulé. Tu viens t'installer dans un nouveau coin, tout ça pour enchaîner hiver infernal, famine, inondation, mieux vaut rentrer chez soi. Le Gondor était finalement arrivé à bout de ses propres ennemis et Bérégonde, fils de Beren, envoya de l'aide au Rohan. L'armée du Gondor finit donc de repousser les Dunlandais qui furent expulsés avant la fin de l'année et chassés du Rohan et de l'Isengard. C'est en cette fin d'année 2759 que Frealaf devint officiellement le nouveau roi du Rohan, premier de la deuxième lignée de la Marche. Attends, je viens de réaliser un truc là. Les deux fils de Helm sont morts, ok. Mais sa fille, c'est pas elle qui doit hériter du royaume ? On ne sait pas. Le destin de la fille de Helm n'est pas mentionné, et on ignore donc si elle a survécu à cette guerre ou pas, ou si elle ne prend pas la suite du royaume pour une autre raison. Le corps de Helm fut ramené à Edoras pour y être enterré. Son tertre fut recouvert plus densément qu'aucun autre par les blanches cibelles-munées, donnant l'impression qu'il était recouvert de neige. Le Rohan, bien que sain et sauf et débarrassé de ses ennemis, était extrêmement affaibli. La guerre et la famine avaient décimé de nombreux hommes, chevaux et troupeaux de bétail. Et fort heureusement, le Rohan ne fut pas attaqué à nouveau avant de nombreuses années, leur permettant de retrouver leur gloire d'antan. Ah bah c'est vachement facile toutes ces histoires encore, dis-moi. T'as pas autre chose pour corser un petit peu ? Une dernière chose peut-être. C'est au couronnement de Frealaf que Saruman apparut pour la toute première fois au Rohan. Il vint avec de nombreux présents et ne tarissait pas d'éloges sur les Rohirrim. Saruman fit grande impression à tous, et lorsque Beren, intendant du Gondor, lui donna les clés d'Orthanc et l'autorisation de s'installer en Isengard en tant que lieutenant de l'intendant et gardien de la tour, Beren et Frealaf s'en réjouirent. Car cela signifiait pour eux que l'Isengard était désormais gardé par un allié de taille et limitait donc les risques d'être attaqué par des Dunlandais venant de là-bas. Mais la question de la trahison de Saruman, c'est ensuite une autre histoire. Enfin bref, j'espère que cet épisode hors série vous a plu. Quand vous aurez vu le film, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton merci. Encore un grand merci à Flocon Vert d'avoir prêté une fois de plus sa voix pour notre vidéo. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu. Namari Tolkien Jili.